Bienvenue dans Patrimoine thématique, donc Patrimoine thématique consacré tous les jeudis à l'investissement ISR. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Novetic, je rappelle très rapidement, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts et qui a des missions multiples. D'abord, vous êtes un média, vous informez sur ces sujets de finances durables, mais vous êtes aussi un centre de recherche et de formation pour les entreprises. Donc vous voyez un petit peu toute la chaîne finalement de cette volonté de créer une finance plus durable en France. Alors on va parler des bonnes nouvelles et puis un peu des risques ou des critiques en tout cas qui touchent cette finance durable aujourd'hui. Tout d'abord, vous publiez des études et des rapports assez régulièrement. On a atteint les 1000 milliards d'euros d'encours de fonds labellisés en Europe. C'est plutôt une bonne nouvelle ça pour le coup. Alors oui, en fait, on a aussi 20 ans d'expérience sur ce marché, parce qu'on l'a vu naître en quelque Bien sûr, sorte. oui, vous l'avez accompagné depuis Novetic le a début. 20 ans cette année, et quand on l'a lancé, il y avait quelques dizaines de millions d'euros. Donc vous pouvez voir en 20 ans le chemin parcouru. On suit à travers Market Data, c'est-à-dire nos données de marché qu'on publie tous les trimestres, on suit 3 types de panels. Les fonds durables distribués en France, c'est-à-dire effectivement... Alors, c'est des panels qu'on constitue nous. Par exemple, ce n'est pas tous les fonds durables distribués en France. Pour être intégré dans notre base de données, il faut quand même avoir un minimum de crédibilité dans la démarche. Donc vous avez vos propres critères, voilà, ou en tout cas qui vos sont propres en lien filtres, avec le cadre posé par l'AMF. Hein. On n'a rien inventé non plus. Bien sûr. Et de dire, on ne peut pas dire je suis durable. Enfin, en gros, il y a certains produits qui n'étaient pas durables la semaine dernière et qui le sont cette semaine. D'accord, ok. Ça, c'est un premier signal d'alerte. Mais ils ne le sont pas encore chez vous. C'est ça. L'idée, c'est qu'il faut pouvoir expliquer ce qu'on fait. D'accord. Pas de dire oui, c'est grave, le changement climatique, la biodiversité, tout ça. C'est être capable de dire voilà comment je fais de l'analyse ESG, voilà sur quoi je m'appuie et voilà comment j'intègre cette analyse ESG dans ma gestion financière. Et ça, on doit l'expliquer clairement et intelligiblement au client final, puisque nous, on suit les fonds qui sont distribués aux particuliers, accessibles aux particuliers. On suit deux autres panels européens, les fonds verts, c'est-à-dire les fonds qui ont une thématique environnementale, et les fonds labellisés. Donc, on est effectivement plus sur les 1000 milliards d'euros d'encours. Pour les fonds labellisés, pour le coup c'est un peu compliqué parce que c'est 2 fois 1000. C'est-à-dire qu'en fait, on est à plus de 1000 fonds en France et près de 700 fonds. Plus de 1000 milliards d'euros d'encours en France. Et 700 fonds en France. Et on est effectivement, pour les fonds labellisés européens, on est là, effectivement, à 1000 milliards d'euros d'encours et à 1600 fonds. Donc 1000 milliards d'euros d'encours labellisés. Donc ça, c'est qui ont reçu un label, quel qu'il soit, et on pourra peut-être en parler, il y en a beaucoup, des labels aujourd'hui. Alors, ça fait partie... En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde en fait. Pourquoi ? Parce que les clients le demandent. Bien sûr. Donc ça, c'est... Et alors, du coup, quand un client le demande, on a envie de lui servir la meilleure préparation. C'est vrai que les labels ont un énorme atout, c'est qu'ils permettent d'auditer le processus. C'est pas de l'autodéclaratif. Donc, un fonds labellisé, par définition, il a été examiné par un tiers externe qui a un référentiel, en général public, etc. Alors, donc, pour bien reposer les bases, donc du coup, effectivement, les fonds durables, verts ou autres, puisque du coup, ou à impact, puisqu'il y a pas mal de voilà. Alors, effectivement, il y a du name dropping entre l'ESG, l'ISR. Voilà. En gros, pour le dire clairement, tout le monde en fait, ou tout le monde dit qu'il en fait, ou tout le monde a envie d'en faire. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est pas... Il y a ce qu'on dit et il y a la réalité. Les labels sont un critère ou en tout cas une boussole pour vérifier que ce qui s'appelle fonds durable est réellement un fonds durable, c'est ça ? Alors là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a une dizaine pratiquement de labels européens. Il y en a 2 en France qui ont la particularité d'être publics et qui déjà n'ont pas la même promesse. Bien sûr. Donc on a un label ISR qui garantit que les process qui dépendent du ministère des Finances, qui garantit le fait que les process sont vraiment solides et que l'analyse ESG est vraiment intégrée dans la gestion financière, ce qui est normal. En revanche, ça ne dit rien de la composition du portefeuille. Il n'y a aucun critère d'exclusion. D'accord. Et effectivement, aujourd'hui... C'est la fameuse théorie du best in class, c'est-à-dire qu'il suffit d'être moins mauvais que les autres pour considérer qu'on est bon. On peut trouver toujours dans chacun des secteurs une entreprise qui puisse satisfaire les critères. D'accord. Vous en avez un autre qui s'appelle le label Greenfin, qui est lui très exigeant sur les qualités environnementales. Bien sûr. Il faut à la fois investir dans des activités vertes conformes à un référentiel, il faut exclure toutes les énergies fossiles et le nucléaire. Je rappelle, c'est un label public français qui dépend du ministère de la Transition écologique. Bien sûr. Et il faut exclure les entreprises controversées parce qu'elles violent les droits humains quelque part dans le monde. Et donc, du coup, ça donne quand même une boussole. Le problème, c'est qu'on peut se dire...
il y a 2 labels rien qu'en France, il y en a d'autres en Europe. On est sur des entreprises qui sont rarement que franco-françaises, on est sur des entreprises qui sont internationales. Est-ce que ça ne vient pas flouer la lisibilité finalement qu'on peut avoir d'un fonds ou d'une entreprise durable? Alors effectivement, toute la difficulté, c'est l'accélération de l'agenda. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 2015, on a compris que le changement climatique arrivait beaucoup plus vite que prévu et qui supposait quand même de sortir le plus vite possible des énergies fossiles et d'un certain nombre de modes de production. Et le client qui vous demande des fonds durables, la plupart du temps, il l'a compris. Donc effectivement, le gros de l'offre est aujourd'hui un marché, on va dire, scénario business as usual amélioré. C'est-à-dire qu'effectivement, on choisit les meilleurs. Parce que le client, il demande, mais est-ce qu'il est capable de diviser son rendement par 2 pour avoir des fonds durables, par exemple? Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le sujet, parce que le sujet, finalement, c'est que les entreprises qui font sérieusement de la transformation durable, elles sont résilientes à des changements qui sont là, ici et maintenant. Juste une étude intéressante. La semaine dernière, la Banque de France a sorti une étude qui disait que 42% des actifs des investisseurs institutionnels français sont exposés à un risque biodiversité extrêmement grave maintenant. Donc, on est bien sur la matérialité des risques. Mais alors, pourquoi, Anne-Catherine Husson-Traoré, c'est si compliqué de comprendre ce qu'est ESG, ce qu'est ISR, ce qu'est impact et ce qui ne l'est pas? Il y a des agences de notation différentes qui donnent des notes différentes sur les entreprises ou sur les fonds. Il y a plusieurs labels qui ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des réglementations qui ne sont pas au même stade dans les entreprises. Tout le monde nous dit qu'il y a une urgence, tout le monde nous dit qu'il faut en faire, que tout le monde nous dit que tout le monde en fait depuis très longtemps, mais on ne comprend pas. Honnêtement, on ne comprend pas. Effectivement, c'est-à-dire qu'en termes de marketing, on a un vrai sujet. En marketing lisible, c'est quelque chose qui est compréhensible immédiatement par le client. Or, sur l'ESG, l'ISR, tout ce qu'on veut, chacun a développé, il n'y a aucune réglementation qui impose de faire ci, ça ou ça. On a des obligations de reporting, mais pas d'obligation de comment on doit faire. Du coup, comme effectivement, chacun a sa méthode. En Europe, chacun a sa méthode, chacun a son vocabulaire, chacun utilise des notations ESG d'entreprises qui ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Et donc, effectivement, tout ça crée une espèce de brouhaha absolument incompréhensible. Et ça veut dire, par exemple, que je peux avoir une activité de vente d'armes et d'exploitation pétrolière et finalement être pas si mal noté que ça, selon certains critères? Selon certains critères. Et c'est pour ça que ça demande un énorme effort aux clients et aux conseillers financiers. D'accord. Parce que le client, effectivement, il a besoin de se renseigner sur la méthodologie. C'est pour ça que c'est un critère important que le gérant de fonds explique très bien ce qu'il fait. Bien sûr, oui. Parce que ça permet quand même aux clients de comprendre ce qui se passe. Oui, voilà. Le plus simple, c'est quand même de comprendre l'activité des entreprises qui sont dans les fonds. Là, au moins, c'est là où il y a un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion financière propose des méthodes assez compliquées de sélection des fonds sur des critères ESG, mais qui ne sont pas forcément intelligibles. Bien sûr. Cas d'école classique, il y a beaucoup de fonds, enfin un certain nombre de fonds labellisés ISR qui ont Total en portefeuille. Et il faut que le conseiller financier soit formé à expliquer pourquoi il y a Total en portefeuille dans Total Énergie d'ailleurs aujourd'hui. Total Énergie, avec l'idée que, oui, mais dans les pétroliers, Total Énergie est celui qui est le plus en transformation. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Avec Total a quand même l'avantage de son inconvénient, c'est qu'il ne peut pas passer sous les radars, Total. Donc globalement, il est un peu forcé par effectivement tous les... C'est un symbole très intéressant parce qu'en fait, c'est le choix qui est laissé aux clients aujourd'hui. C'est soit vous investissez dans un fonds qui vous dit on a repéré ceux qui ont compris les sujets, qui essaient de se transformer, soit vous avez une position plus radicale qui est de dire on exclut. Je veux pas investir dans un monde d'hier, je veux investir dans les valeurs de demain. Et c'est pour ça que dans les formations qu'on fait, par exemple, on forme bien les conseillers à identifier la demande du client. C'est-à-dire de dire quel est son profil, en fait. Bien sûr. Oui. Et selon ça, on ne lui vend pas le même produit. Et ce qui est intéressant, c'est que la réglementation MiFID II, dès l'année prochaine, va introduire le questionnaire développement durable dans la relation conseiller financier-client. Et donc, en fait, comme un profil de risque, on aura un profil développement durable. Et donc là, ça va ouvrir une boîte de Pandore, puisque les conseillers financiers sont habitués à vendre de la performance. J'allais dire full stop, éventuellement du risque, est-ce que c'est action ou obligation? Et là, il va falloir vendre du développement durable. Il va falloir discuter des valeurs en portefeuille. Bien sûr. Et ça nécessite un énorme effort de formation de tous les conseillers financiers. Bon, alors, tout n'est pas sombre dans l'ESG, mais j'ai quand même voulu mettre en avant ces points-là aujourd'hui. Il y a pas mal de critiques aujourd'hui sur l'ESG, sur l'ISR, et notamment ce qu'on pourrait appeler des lanceurs d'alerte qui disent que finalement... derrière le vernis vert se cache une réalité où en fait rien n'a changé, simplement on s'achète un peu une bonne conscience. J'ai pris un exemple, mais il y en a d'autres. C'est alors cet été Tariq Fancy qui était en charge de piloter la politique ESG de BlackRock, c'est quand même pas rien BlackRock dans le monde financier, qui a décidé de claquer la porte tout simplement en estimant que les normes ESG telles que pratiquées actuellement
n'offre qu'une façade pour continuer à fonctionner exactement de la même manière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne-Catherine Husson-Traoré? Vous suivez ça depuis 20 ans. Alors, c'est vrai que la rentrée a été très animée, on va dire, sur l'ESG, parce qu'effectivement, il y a plusieurs messages. Il y a celui-là, qui est en fait l'idée de se dire l'ESG, c'est dangereux, parce que ça fait croire qu'on a fait la transformation, que c'est fini, que l'économie est durable, que la finance est durable, et que donc on peut Tout va bien. Dormir tranquille. On va sauver la planète. Et donc, c'est un risque, parce que du coup, en fait, non, on a commencé à faire des choses, mais on est au début du commencement, et surtout, il faut pousser les curseurs très nettement dans la logique de transformation, dans l'exigence que les actionnaires doivent avoir vis-à-vis des entreprises de vraiment transformer leur modèle, leur système d'approvisionnement, etc., etc. La deuxième critique, qui est beaucoup plus une alerte pour les gérants qui sont soumis aux régulateurs divers et variés, c'est une autre repentie de la finance durable, de DWS, qui est donc une filiale de la Deutsche Bank, bien sûr. Qui s'est fait... Premier gérant d'actifs allemand, quand même. Voilà, par le régulateur allemand et par le régulateur américain sur ces fausses promesses, sur ces allégations ESG. C'est-à-dire que là, on avait un gestionnaire actif qui a dit « moi, je suis ESG partout ». Oui, c'est ça. Et en fait, ce n'était pas vrai. Non, c'est une toute petite partie de ces encours. Et ce qui est intéressant, c'est que les régulateurs se sont dit, en fait, c'est une allégation trompeuse. Bien sûr. Et donc, tous les gérants d'actifs, en France comme ailleurs, se sont dit, ah oui, là, il y a le gendarme qui intervient pour réguler un peu les choses et les cadrer, et qu'on arrête effectivement l'ESG washing, qui consisterait à dire, non, mais l'analyse est partout. Or, quelquefois, c'est juste un témoin sur un ordinateur qui s'allume à un moment donné. Et alors, il y a une troisième critique, et on pourra finir par ça, qui a été énoncée. C'est une étude qui est sortie, donc, qui a été menée par des chercheurs de l'EDEC, qui revient même sur les indices ESG, qui revient même sur le fondement même finalement de l'ESG tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Alors oui et non, puisque l'indiciel ESG, c'est pas le fondement même. D'accord. Le fondement même de l'ESG, c'est du stock picking, c'est de la gestion action, c'est-à-dire que vous identifiez, vous connaissez très bien l'entreprise dans laquelle vous investissez et vous la choisissez parce que vous avez analysé en profondeur ces dimensions ESG. La gestion indicielle, par définition, n'est pas la même chose. D'accord. Et donc, c'est construit. Alors, c'est beaucoup l'approche américaine, en fait, qui a fait grossir de façon spectaculaire les indices ESG et toute une approche dite bas carbone, c'est-à-dire la demande du client depuis 2015, c'est je veux essayer d'afficher un investissement climat le moins émetteur possible. Sûr, ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans une gestion indicielle? Vous sélectionnez le marché tel qu'il est. Donc, par définition, et c'est ça qu'a montré l'étude de l'EDEC, c'est que si vous vendez des indices ESG ou des indices bas carbone, et il y a plusieurs études, il n'y a pas que celle de l'EDEC, ils disent, en fait, en gros, ils ont pris le marché, ils ont pris 2-3 critères. L'EDEC est assez sévère, puisqu'il dit qu'il y a 12% des critères de construction de ces indices qui sont vraiment liés au climat. 12%, c'est pas beaucoup. Et donc, en fait, on voit bien à travers toutes ces polémiques que le sujet qui nous occupe là depuis la rentrée, ça va s'accélérer, c'est de dire, oui, il y a plein de choses qui se passent, il y a une transformation, etc. Mais cette transformation n'est pas à la hauteur de l'enjeu. D'accord. Et effectivement, les gérants d'actifs qui s'affichent ESG aujourd'hui sont au pied du mur, parce que la question, c'est de dire jusqu'où ils vont assumer de lâcher la rampe des indices traditionnels, d'un certain nombre de grosses valeurs dans lesquelles on investit, j'allais dire quasi automatiquement, pour se poser la question de la résilience des business models dans lesquels ils investissent, etc. Donc, c'est très prometteur. Donc toutes ces polémiques vont dans le bon sens, finalement, d'accélérer cette transition. Elles secouent ce qui était en train de s'installer, c'est-à-dire le dire on a fait un maximum, on a investi, et ce qui est vrai. C'est ça, c'est le fameux... On entend beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, fake it until you make it. Là, l'idée, c'est make it maintenant. C'est un peu ça. Et surtout, et ça c'est le point clé, c'est que les clients demandent de la mesure d'impact. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous investissez dans un fonds durable, ça vous intéresse la performance financière évidemment, mais vous avez besoin qu'on vous explique en quoi ce fonds-là est plus performant sur des critères environnementaux et sociaux que son voisin qui n'a aucun critère ESG. Et ça, à mon grand désespoir, parce que ça fait 15 ans qu'on pousse le sujet, il n'y a pas eu assez d'argent investi, il n'y a pas de méthodo, il y a très peu de choses, alors que vraiment c'était le sujet, j'allais dire depuis le départ, et il est enfin sur la table en haut de l'agenda. C'est déjà la fin de notre discussion, Anne-Catherine Husson-Traoré. Vous reviendrez du coup en plateau, peut-être pour aborder des sujets un peu plus optimistes aussi sur... Oui. Parce qu'il y en a, il y en a quand même. Et puis il y a plein de choses sur lesquelles capitaliser, c'est ça qui est intéressant. Mais merci beaucoup en tout cas Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine où on va se poser la question qu'est-ce qu'on fait quand on veut investir concrètement dans l'ESG.